La date est le 14 novembre 1940. Coventry dort sous un ciel sans lune. À 19h20, le premier Heinkel 111 franchit la côte anglaise. Son faisceau radio Knickebeen le guidant droit vers le centre-ville. Au cours des 11 heures suivantes, 4049 bombardiers de la Luftwaffe largeront 500 tonnes d'explosifs et 30 000 bombes incendiaires. À l'aube, la cathédrale médiévale n'est qu'un squelette de pierre. 568 civils gisent morts et les 2/3 des bâtiments de la ville sont des ruines ou en flammes. Le Fighter Command de la RAF réussit exactement 0 interception, confirmée cette nuit-là. 0. Ce n'était pas une exception, c'était le schéma. Entre septembre 1940 et mai 1941, le Blitz a tué plus de 43 000 civils britanniques et en a blessé 139 000 autres. Nuit après nuit, les bombardiers allemands traversèrent la Manche, frappèrent leurs cibles et rentraient chez eux. Tandis que les Spitfire et Hurricane de la RAF, les héros célébrés de la bataille d'Urne de Grande-Bretagne, restaient inutilement au sol. Ces avions ont été construits pour les combats aériens diurnes, où les yeux d'un pilote étaient son arme principale. Mais à 15 000 pieds par une nuit sans lune, la vision humaine ne vaut rien. Un bombardier pouvait passer à 200 mètres et rester complètement invisible. La RAF a essayé tout. Ils ont positionné des chasseurs monoplans en patrouille dans des zones au-dessus des routes d'approche connues, espérant un contact visuel chanceux. Taux de réussite inférieur à 1%. Ils ont essayé les patrouilles aux yeux de chat où les pilotes ayant supposément une meilleure vision nocturne se cachaient près des batteries de projecteurs en attendant que les équipes au sol illuminent une cible. Par une bonne nuit avec une pleine lune et une météo coopérative, un pilote compétent pouvait apercevoir un bombardier en silhouette contre les nuages. Pouvait. Le lieutenant d'escadron Guy Gibson, qui dirigerait plus tard le raid des Dambusters, a effectué 99 sorties nocturnes au début de 1941 et a marqué exactement un abattage. Les mathématiques étaient brutalement simples. Un bombardier Heinkel mesure environ 57 pieds de large. La nuit, le pilote de chasse moyen ne pouvait pas le voir au-delà de 400 pieds. Mais pour fouiller un 1000 cubes d'espace aérien en volant à 250 milles à l'heure, un pilote devrait couvrir 147 milliards de pieds cubes, tandis que le bombardier n'occupait qu'environ 50 000 pieds cubes de ce volume à un moment donné. C'était comme trouver une aiguille spécifique dans une botte de foin de la taille de Westminster, en étant aveuglé et en courant à toute vitesse. Les contrôleurs au sol ont essayé d'aider. Ils suivaient les raids entrants sur leur station radar de la chaîne côtière et envoyaient des vecteurs radio aux chasseurs en vol. Bandit à 15 000 pieds, cap 270. Le chasseur se précipitait vers cette position, mais les opérateurs radar au sol ne pouvaient mettre à jour les positions que toutes les quelques minutes, et leur précision oscillait jusqu'à 2000. Au moment où le chasseur arrivait, le bombardier avait bougé. Le contrôleur émettait une correction. Le chasseur tournait. Le bombardier tournait. Le jeu mortel du Marco Polo aveugle continuait jusqu'à ce que soit le chasseur manque de carburant, soit le bombardier atteigne sa cible et s'échappe. Le maréchal en chef de l'air, Hugh Dowding, regardait sa nation brûler. Ces chasseurs avaient sauvé la Grande-Bretagne pendant la journée, mais l'obscurité les rendait impuissants. Les villes industrielles, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, étaient systématiquement détruites. La production de guerre était étranglée. Le moral des civils s'effondrait et la Luftwaffe perdait moins de bombardiers par mois aux chasseurs nocturnes qu'aux accidents lors de l'entraînement. Quelque chose devait changer. La RAF avait besoin d'yeux qui pouvaient voir dans l'obscurité. Elle avait besoin du radar dans les airs. Elle avait besoin que cela fonctionne. Et elle en avait besoin hier. La chaîne côtière était magnifique et complètement inadéquate. En 1940, la chaîne radar côtière britannique était le réseau d'alerte précoce le plus sophistiqué de la Terre. Ces tours d'acier de 350 pieds pouvaient détecter les formations de bombardiers entrant à 120 000, donnant au Fighter Command des minutes précieuses pour mobiliser les intercepteurs et organiser les défenses. Le système avait été vital lors de la bataille d'Urne de Grande-Bretagne, mais détecter un bombardier et le tuer sont des problèmes entièrement différents. Voici à quoi ressemblait l'interception contrôlée au sol en pratique. Une station de la chaîne côtière détecte un raid franchissant la côte. L'opérateur le signale au commandement des chasseurs. Formation hostile, 40 avions ou plus, 15 000 pieds. Cap 285, vitesse 180 nœuds. Un contrôleur dirige le chasseur nocturne le plus proche vers l'interception. Cap 310.
monté à 14 000 pieds. Le pilote acquiesce et tourne. 4 minutes passent, le radar au sol se met à jour. La formation de bombardiers a légèrement tourné et a grimpé. Nouveau vecteur émis. Le chasseur s'ajuste. 3 autres minutes. Une autre mise à jour. Les bombardiers se sont divisés en groupes plus petits. Maintenant, les mathématiques s'aggravent. La précision du radar de la chaîne côtière était d'environ 2000 horizontalement et 1000 pieds verticalement. C'est un volume de recherche d'environ 13 millions de pieds cubes. À l'intérieur de cette bulle d'incertitude, plusieurs bombardiers pouvaient manœuvrer indépendamment. Le contrôleur au sol choisit un blip radar et continue de diriger le chasseur vers lui. « Vous devriez être très proche maintenant, » dit-il. Le pilote fixe l'obscurité et ne voit rien. Il est probablement à 2000 d'un bombardier, peut-être même du bon bombardier, mais 2000 de ciel nocturne sont un vide infini. Certains contrôleurs ont développé une compétence presque surnaturelle. Le contrôleur régulier du chef d'escadron John Cunningham, l'officier d'escadron volant Jimmy Ronsley, pouvait lire le tube cathodique comme une diseuse de bonne aventure, lisant les feuilles de thé, anticipant les mouvements des bombardiers et plaçant Cunningham à portée visuelle par pure intuition. Mais même le taux de réussite de Ronsley avant mi-1941 tournait autour de 5%. 5%. Pour chaque interception réussie, 19 bombardiers s'échappaient. Les problèmes se sont aggravés. La chaîne côtière a été conçue pour regarder vers l'extérieur à travers la Manche, pas pour suivre les avions déjà au-dessus de la Grande-Bretagne. Une fois que les bombardiers franchissaient l'intérieur des terres, la couverture devenait inégale. Les faisceaux radars de la chaîne côtière étaient optimisés pour la longue portée, pas pour le positionnement précis, et le système était complètement aveugle en dessous de 1000 pieds. Les bombardiers de la Luftwaffe exploitaient occasionnellement cela en descendant après avoir franchi la côte, disparaissant complètement du radar britannique jusqu'à ce qu'ils montent à l'altitude de bombardement au-dessus de leur cible. Le fouillis au sol aggravait les choses. Les retours radars rebondissaient sur les collines, les bâtiments et même les formations météorologiques, créant de faux contacts que les contrôleurs devaient mentalement filtrer. Par les nuits venteuses avec de gros nuages, une seule station de la chaîne côtière pouvait afficher 200 avions fantômes. Les opérateurs ont appris à distinguer les vrais bombardiers du bruit, mais c'était un travail épuisant qui nécessitait une concentration intense. Les erreurs étaient inévitables. Puis il y avait le facteur humain. Un contrôleur au sol était assis dans un bunker, fixant un écran vert scintillant, essayant de construire une image mentale tridimensionnelle d'une bataille se déroulant à 15 000 pieds au-dessus de lui et à 50 000 de distance. Le pilote de chasse était assis dans un cockpit exigu, luttant avec les instruments, les gaz et le trim, tout en forçant ses yeux dans l'obscurité et en écoutant une voix radio grésillante émettre des changements de cap constants. Viré à tribord 10 degrés, cap stable, cible maintenant à 11 heures. 3000 légèrement au-dessus, 3000 toujours invisibles. Le coup du pilote fait mal à force de scanner. Ses yeux pleurent à force de fixer. Son jauge de carburant baisse. Et quelque part dans l'obscurité, un équipage de Heinkel aligne son viseur de bombe sur une usine. La Grande-Bretagne avait besoin du radar à l'intérieur du chasseur, derrière les yeux du pilote, peignant le ciel devant. Elle avait besoin de la technologie assez petite pour tenir dans un avion et assez puissante pour donner un avertissement avant une observation visuelle. Elle avait besoin de quelque chose qui semblait impossible en 1939. Edward Bowen ne ressemblait pas à quelqu'un sur le point de changer la guerre aérienne à jamais. Le physicien de 27 ans travaillait à la station de recherche secrète de Bodsey Manor, sur la côte du Suffolk, où le programme radar britannique était né. En 1936, Robert Watson Watt avait prouvé que le radar pouvait détecter les avions. En 1939, Bowen avait reçu une mission impossible. Réduire une station radar de la taille d'une maison en quelque chose qui pouvait voler. Le prototype AI, AI signifiant interception aérienne, était absurde selon n'importe quel standard raisonnable. L'unité de transmission pesait 220 livres. Le récepteur en ajoutait 180. L'alimentation électrique et l'unité d'affichage portaient le total à environ 600 livres d'équipement. Pour comparaison, l'armement entier d'un Supermarine Spitfire pesait 280 livres. L'équipe de Bowen demandait aux pilotes de porter plus du double du poids de leur canon juste pour monter une boîte noire expérimentale que la plupart des officiers de la RAF pensaient être de la pure fantaisie. L'affichage était un tube cathodique de 5 pouces qui brillait d'une lueur verte fantomatique dans l'obscurité. 2 traces apparaissaient sur l'écran,
l'une montrant les cibles à gauche ou à droite, l'autre montrant les cibles au-dessus ou au-dessous. Quand les blips fusionnaient au centre, vous pointiez théoriquement droit sur la cible. La portée de détection maximale était de 3000 dans des conditions idéales, moins de 90 secondes de temps de rapprochement aux vitesses d'engagement typiques. La portée minimale était d'environ 400 pieds, ce qui signifiait que l'image radar disparaissait juste avant que vous ayez besoin de voir la cible pour la tirer. Cette zone aveugle terrifiait les pilotes. Vous plongiez vers un bombardier que vous ne pouviez pas voir, le regardant disparaître de votre écran et priant pour l'apercevoir avant de vous y écraser. Première installation d'essai s'est déroulée dans un Bristol Blenheim en août 1939, quelques jours avant que l'Allemagne n'envahisse la Pologne. Le flight lieutenant George Stainford l'a piloté pour les essais. L'équipement fonctionnait à peine. Le radar pouvait détecter d'autres aéronefs, mais l'ensemble était capricieux. L'affichage était presque impossible à interpréter en vol, et l'émetteur générait tellement de chaleur qu'il brûlait la structure interne de l'aéronef. Après un vol, les équipes de maintenance ont découvert que le cadre métallique autour de l'émetteur s'était déformé sous le stress thermique. Personne au commandement des chasseurs ne le voulait. Les commandants d'escadron ont examiné la pénalité de poids, la complexité, le taux de défaillance et les performances marginales, et ils ont pris des décisions parfaitement rationnelles. Enlever cette ordure de mon aéronef, c'était la version polie. Certains étaient moins diplomatiques. L'AIMK-A et ses variantes nécessitaient un équipage de 2 hommes, un pilote et un opérateur radar. Les chasseurs monoplaces ne pouvaient pas l'utiliser. Cela signifiait des aéronefs bimoteurs, des Blenheim, qui étaient lents et peu manœuvrables, ou des chasseurs de nuit qui n'avaient même pas encore été mis en service. On demandait aux pilotes expérimentés d'abandonner leurs agiles Hurricanes pour des bombardiers nocturnes lents qui avaient été convertis en chasseurs de fortune et remplis d'électronique expérimentale. Les débuts opérationnels ont été un désastre. En décembre 1940, l'escadron numéro 25 a reçu les premiers chasseurs de nuit équipés d'AI. La première sortie opérationnelle s'est terminée quand le radar a pris feu. La deuxième sortie, dysfonctionnement du radar. Troisième sortie, l'opérateur ne pouvait pas interpréter l'affichage. Quatrième sortie, détection réussie à 2 miles, mais la cible s'est échappée avant que le pilote n'établisse le contact visuel. L'escadron a effectué 47 sorties équipées d'AI en décembre et janvier et a marqué 0 victoire confirmée. Pire encore, l'équipement mettait activement en danger les équipages. L'émetteur générait une puissante énergie de radiofréquence dans un espace confiné. Les opérateurs ont signalé des maux de tête, des nausées et des vertiges après de longues sorties. Premier symptôme de ce que nous connaissons maintenant, comme l'exposition aux radiofréquences. La lueur de l'affichage ruinait la vision nocturne naturelle du pilote, rendant l'acquisition visuelle encore plus difficile, et la pure complexité signifiait que la plupart des ensembles étaient hors service à tout moment donné. Les équipes de maintenance formées au système d'aéronefs conventionnels avaient du mal avec l'électronique capricieuse. Les tubes à vide tombaient en panne, les connexions se corrodaient, l'étalonnage dérivait. Un bon jour, la moitié des ensembles AI de l'escadron seraient opérationnels. Un mauvais jour, aucun. Pourtant, Bowen et son équipe ont continué à pousser. Il s'avère que le concept était solide. Ils avaient juste besoin de temps pour le faire fonctionner. Les plaintes n'étaient pas déraisonnables. Le flight lieutenant Charles Widdows, un pilote de chasseur de nuit expérimenté avec l'escadron numéro 604, l'a dit sans détour dans son rapport d'après-action de février 1941. L'ensemble AI a ajouté 600 livres à un aéronef déjà surpoids, réduit notre vitesse maximale de 15 miles par heure, n'a pas fonctionné sur 4 sorties sur 7, et lors des 3 occasions où il a fonctionné, nous n'avons jamais atteint la portée visuelle avant de perdre le contact. Il a conclu avec une recommandation que l'équipement soit retiré et remplacé par des réservoirs de carburant supplémentaires. Son commandant a approuvé la recommandation. La portée maximale de 3 miles n'était pas une spéculation théorique. C'était une estimation optimiste. En pratique, les portées de détection variaient énormément, selon l'altitude, la météo, l'angle d'aspect de la cible et d'autres facteurs. Les nuits humides, la vapeur d'eau absorbait le signal radar. À haute altitude, où l'air était plus mince et plus sec, la portée s'améliorait légèrement. Mais si le bombardier cible s'éloignait de vous, présentant sa queue, une section transversale radar beaucoup plus petite que ses larges ailes, la portée de détection pouvait chuter à peine 1 mile. Cela vous donnait peut-être 30 secondes pour vous rapprocher, confirmer que la cible était hostile, vous manœuvrer en position de tir et engager avant de dépasser.
Le problème de portée minimale était probablement pire. En dessous de 400 pieds, l'affichage du radar AI MK3 devenait blanc. L'impulsion transmise et l'écho de retour se chevauchaient, créant une zone morte. La procédure d'interception standard exigeait que l'opérateur radar guide le pilote à moins de 1000 pieds, puis appelle la perte de contact et la recherche visuelle. Le pilote regarderait alors dans l'obscurité, espérant apercevoir des flammes d'échappement ou une silhouette. Les nuits sans lune, cela fonctionnait rarement. Les pilotes ont signalé l'expérience horrifiante de savoir qu'un bombardier était directement devant, invisible, tandis qu'il se précipitait vers lui à une vitesse de rapprochement combinée de 400 miles par heure. Plusieurs quasi-collisions ont convaincu certains équipages que l'équipement était plus dangereux qu'utile. La chaleur restait un problème constant. L'émetteur du radar AI MK3 fonctionnait à haute puissance dans un espace confiné. Les températures du cockpit pouvaient atteindre 110 degrés Fahrenheit même à l'altitude, où les températures extérieures tournaient autour de -20. Les opérateurs s'assirent dans leurs lourdes combinaisons de vol, transpirant, essayant d'interpréter un affichage vert scintillant, tout en souffrant d'épuisement par la chaleur. Certains équipages ont eu recours à porter des vêtements minimes sous leur combinaison, ce qui a créé de nouveaux problèmes quand ils devaient sauter en parachute au-dessus de la Manche en hiver. La fiabilité était abominable. Un sondage interne de la RAF de mars 1941 a révélé que les aéronefs équipés d'AI avaient un taux de disponibilité de 38%, ce qui signifie que n'importe quel jour, moins de 4 aéronefs sur 10 avaient un radar fonctionnant. Les tubes à vide étaient fragiles et brûlèrent fréquemment. Les réseaux d'antennes montés sur le nez et les ailes de l'aéronef étaient endommagés par la météo, les vibrations et les erreurs du personnel au sol. L'humidité s'infiltrait dans l'électronique. Les alimentations électriques, jugées primitives selon les normes modernes, fournissaient une tension incohérente qui causait aux composants de dériver hors de l'étalonnage ou de tomber complètement en panne. La formation était inadéquate. Les opérateurs radars recevaient peut-être 20 heures d'instruction avant d'être déclarés opérationnels. La plupart n'avaient jamais vu un oscilloscope avant de rejoindre la RAF. On s'attendait à ce qu'ils interprètent des signaux complexes, distinguent les vraies cibles du fouillis au sol et des retours météorologiques, calculent mentalement les angles d'interception et fournissent des conseils verbaux précis à leurs pilotes, tout en étant secoués dans un aéronef de combat la nuit. La courbe d'apprentissage était raide et les conséquences des erreurs se mesuraient en sorties gaspillées et en civils morts au sol. Les pilotes détestaient perdre de la vitesse et de la manœuvrabilité. Le chasseur de nuit était déjà plus lourd et moins agile que les bombardiers qu'il chassait. L'ajout de 600 livres d'équipement radar l'a empiré. Dans l'improbable cas où un chasseur de nuit allemand apparaîtrait, les chasseurs de nuit équipés d'AI seraient des proies faciles. Certains pilotes ont admis en privé qu'ils jetteraient l'équipement radar s'ils le pouvaient, acceptant la pénalité de poids uniquement parce que les ordres l'exigeaient. En avril 1941, l'étiquette inutile semblait entièrement justifiée. L'équipement était peu fiable, dangereux, difficile à utiliser et avait produit des résultats minimes. Plusieurs commandants d'escadron ont formellement demandé la permission de retirer les ensembles AI. Certains équipages ont commencé à développer des tactiques alternatives qui ne reposaient pas sur les maudites boîtes vertes. John Cunningham a abattu son premier bombardier Luftwaffe la nuit du 19 novembre 1940. En mai 1941, il a détruit 15 aéronefs ennemis, ce qui en faisait le pilote de chasseur de nuit le plus réussi de la RAF. La presse voulait connaître son secret. La réponse du ministère de l'Air était une brillante désinformation, des carottes. L'histoire officielle se déroulait comme suit. Cunningham avait une vision nocturne exceptionnelle, cultivée grâce à un régime alimentaire riche en vitamine A. Il mangeait constamment des carottes crues, des carottes cuites, du jus de carotte. La vitamine améliorait sa vue à des niveaux surhumains, lui permettant de repérer les bombardiers allemands dans des conditions où d'autres pilotes ne voyaient rien. Le ministère de l'Information a poussé ce récit avec force. Les journaux ont publié des articles sur Cat's Eyes Cunningham et sa vision légendaire. Le gouvernement a lancé des campagnes publiques encourageant les citoyens à manger des carottes pour améliorer leur propre vision nocturne pendant les couvre-feux. Des affiches ont apparu. Les carottes vous gardent en bonne santé et vous aident à voir dans le couvre-feu. C'était une pure fabrication. Eh bien, une fabrication partielle. La vitamine A soutient une vision saine et la carence peut causer la cécité nocturne.
Mais aucune quantité de carottes ne vous donnera des capacités surhumaines. Le succès de Cunningham n'avait rien à voir avec son régime alimentaire, et tout à voir avec l'ensemble radar AI Mk4 dans son chasseur de nuit et l'habileté exceptionnelle de son opérateur radar, le Flying Officer Jimmy Ronsley. L'opération de déception servait plusieurs objectifs. Premièrement, elle expliquait le succès de Cunningham sans révéler les capacités radar de la Grande-Bretagne. L'intelligence allemande essayait désespérément de comprendre pourquoi l'efficacité des chasseurs de nuit de la RAF s'était soudainement améliorée. S'il concluait que c'était simplement une meilleure sélection de pilotes et une formation améliorée par la nutrition, il pourrait ne pas enquêter sur les explications technologiques. Deuxièmement, la campagne de carottes avait de véritables avantages pour la santé publique en temps de guerre, encourageant la consommation d'un légume riche en vitamines que la Grande-Bretagne pouvait cultiver localement. Troisièmement, cela a protégé les hommes dont les vies dépendaient du secret du radar IA. Car vers la mi-1941, la technologie fonctionnait enfin. Pas de manière constante, pas de manière fiable, mais assez souvent pour que les équipages entraînés marquent des victoires. La différence n'était pas l'équipement. C'était toujours le même radar IA-MLV 4 tempétueux que les escadrons avaient maudit 6 mois plus tôt. La différence était l'expérience. Des opérateurs comme Ronsley avaient effectué des centaines de sorties. Ils avaient appris à distinguer les vraies cibles des échos fantômes. Ils avaient développé des techniques pour suivre les cibles à travers les limitations du radar. Ils avaient construit une compréhension instinctive de la géométrie d'interception qui leur permettait de guider leurs pilotes avec précision. Le commentaire continu de Ronsley pendant les interceptions devint légendaire. Contact à 2000, légèrement à gauche. Viré à tribord, 5 degrés. Stable. Distance se réduisant à 1 mille et demi. Cible stable sur le cap. Augmentez la vitesse d'1 mille. Maintenant toujours légèrement à gauche. Virez à tribord 2 degrés. 3/4 de mille. Cible montant légèrement. Augmentez votre taux de montée. Demi-mille droit devant. Vous devriez avoir le contact visuel d'un moment à l'autre. Et Cunningham regarderait devant lui et là. Une ombre faible contre les nuages. Les flammes d'échappement scintillant, le bombardier se matérialiserait, non pas grâce à une vision surhumaine, mais parce que Ronsley l'avait positionné parfaitement. D'autres équipages commencèrent à obtenir des succès similaires. Le lieutenant d'escadron Mike Constable Maxwell et son opérateur, le sergent Gregory, abattirent 3 bombardiers en une nuit le 10 mai 1941. Le commandant d'aile Basil Embry marqua 4 victoires en avril en utilisant le radar IA Macchi 4. L'escadron numéro 604, la même unité qui avait recommandé de retirer l'équipement 4 mois plus tôt, détruisit 11 avions allemands en mai seul. Le taux de victoires augmentait. Pas de manière spectaculaire, pas assez pour arrêter le Blitz, mais assez pour prouver que le concept fonctionnait. Les Allemands ne l'ont jamais découvert. Les rapports du renseignement Luftwaffe de 1941 attribuaient le succès des chasseurs de nuit de la RAF à une meilleure coordination des projecteurs, à une meilleure sélection des pilotes, et oui, à des programmes de nutrition améliorés. Un document allemand capturé de juillet 1941 mentionnait spécifiquement la propagande britannique selon laquelle les carottes amélioraient la vision nocturne et concluait que c'était probablement exagéré, mais pourrait indiquer une certaine avancée dans les méthodes d'entraînement des pilotes. Ils regardèrent dans une direction entièrement erronée. Cunningham lui-même joua le jeu. Quand les journalistes lui demandaient l'un de son secret, il souriait et mentionnait son goût pour les carottes. Il décrivait des techniques pour préserver la vision nocturne, éviter les lumières vives, permettre 30 minutes pour l'adaptation des yeux. Il créditait ses contrôleurs au sol et sa propre expérience. Il ne mentionna jamais l'écran vert luminescent dans son cockpit, ni l'homme assis derrière lui qui appelait les distances et les relèvements. Le secret tint bon et pendant qu'il tenait bon, les équipages apprenaient en leur métier et la technologie s'améliorait lentement, douloureusement. Février 1940, Université de Birmingham. John Randall et Harry Booth travaillaient avec un dispositif qui changerait tout, le magnétron à cavité. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était un bond technologique qui rendait les systèmes radars précédents ressembler à des jouets d'horlogerie. Le magnétron à cavité pouvait générer des fréquences micro-ondes à des niveaux de puissance auparavant considérés comme impossibles. Là où le radar IA MAN 3 fonctionnait à une longueur d'onde de 1,5 m, le nouveau magnétron fonctionnait à 10 cm. La physique rendait cela révolutionnaire. Les longueurs d'onde plus courtes signifiaient une résolution plus nette. Un faisceau radar de 10 cm pouvait distinguer des objets séparés de seulement quelques pieds,
là où les anciens ensembles de 1,5 m pouvaient à peine séparer les cibles à des centaines de mètres de distance. Le magnétron était aussi plus petit, plus léger et plus efficace. Un ensemble radar complet utilisant la technologie du magnétron à cavité pouvait peser moitié moins que le radar IA-MAC, tout en offrant 4 fois les performances. Les portées de détection ont bondi à 6000. La portée minimale est tombée à moins de 300 pieds. La zone morte s'est rétrécie, mais la Grande-Bretagne ne pouvait pas l'exploiter seule. La fabrication de magnétrons à cavité à grande échelle nécessitait une capacité industrielle que les usines britanniques, constamment bombardées, n'avaient simplement pas. En septembre 1940, la mission TEASD, nommée d'après le physicien Henry Tizard, transporta les secrets militaires les plus précieux de la Grande-Bretagne en Amérique. Dans une boîte métallique noire, ils transportèrent un magnétron à cavité aux États-Unis. C'était sans doute la cargaison la plus précieuse jamais expédiée à travers l'Atlantique. Les ingénieurs américains du laboratoire de rayonnement du MIT virent le magnétron et reconnurent immédiatement son potentiel. En mars 1941, ils conçurent des méthodes de production. En octobre 1941, les usines les fabriquaient en quantité. La capacité industrielle américaine, pas encore limitée par la guerre, augmenta la production plus vite que quiconque ne l'aurait pensé. Les magnétrons à cavité commencèrent à revenir en Grande-Bretagne au début de 1942. Le radar IA MACA-7 entra en service en mai 1942. Il utilisait la nouvelle longueur d'onde centimétrique et fournissait aux opérateurs radars un affichage qui avait réellement du sens. Au lieu de traces abstraites, sur un tube cathodique, le MEK-7 montrait un indicateur de position de plan, essentiellement une carte radar. Les cibles apparaissaient comme des points lumineux sur un écran sombre avec des anneaux de portée marquant la distance. Un opérateur pouvait voir tout ce qui se trouvait dans un rayon de 6000 simultanément, la position de la cible, son mouvement, même d'autres avions dans la région. La présentation était assez intuitive pour que les pilotes puissent l'interpréter eux-mêmes, si nécessaire. Mais le MK-7 n'était que le début. Le radar IA MAC-FATE, qui entra en service d'escadron au début de 1943, combinait la fabrication américaine avec l'expérience opérationnelle britannique. La portée de détection atteignit 8000 contre les cibles bombardées. La portée minimale tomba à 400 pieds, toujours une zone aveugle mais gérable. L'équipement était plus fiable, plus facile à entretenir, et en fait plus léger que ce qu'il remplaçait. Une installation complète du radar IA, MEK-8, pesait 450 livres, 150 livres de moins que l'ancien Mackay III. Le chasseur de nuit Mosquito rendait tout meilleur. Cet avion était rapide, 370 milles à l'heure en altitude, plus rapide que la plupart des bombardiers qu'il chassait. Il était manœuvrable. Il avait de l'autonomie et il était spécifiquement conçu pour accueillir l'équipement radar. Le radar IA MACA-FOOT s'adaptait parfaitement au nez du Mosquito, avec des antennes intégrées à la cellule plutôt que boulonnées, comme des ajouts de dernière minute. Le pilote et l'opérateur radar s'assirent côte à côte, améliorant la communication. Quand un équipage Mosquito établissait le contact radar, il avait la vitesse pour se rapprocher rapidement et l'agilité pour manœuvrer pour le coup fatal. Les Américains apportèrent une autre innovation, le SCR 720. Leur version du radar IA britannique avec des fonctionnalités supplémentaires. Certains escadrons de la RAF l'adoptèrent à la fin de 1943. Le SCR 720 offrait une portée de détection de 10 milles et incluait un mode balise qui aidait les chasseurs à trouver leur chemin de retour par mauvais temps, une fonctionnalité qui sauva de nombreux équipages qui auraient autrement été perdus au-dessus de la mer du Nord. L'entraînement s'améliora considérablement. En 1943, les opérateurs radars reçurent 200 heures d'instruction avant le déploiement opérationnel. Ils s'entraînèrent sur des simulateurs au sol qui reproduisaient les interceptions aériennes. Ils effectuèrent des dizaines de sorties d'entraînement avec des équipages expérimentés. La RAF établit des unités d'entraînement spécialisées pour les chasseurs de nuit où les nouveaux pilotes et opérateurs apprenaient les techniques d'interception dans un environnement contrôlé avant de faire face au combat réel. Les procédures de maintenance évoluèrent, les équipes au sol comprenaient maintenant l'équipement. Ils avaient l'équipement de test approprié, les manuels détaillés et les pièces de rechange adéquates. Les taux de disponibilité grimpèrent au-dessus de 80%. N'importe quelle nuit à la fin de 1943, 8 chasseurs équipés de radars IA sur 10 avaient un radar fonctionnel.
un renversement complet par rapport à 2 ans plus tôt. La technologie avait mûri, les tactiques avaient mûri, les équipages avaient mûri. À la fin de 1943, l'équipement inutile était devenu le système de combat nocturne, le plus meurtrier du monde. Les chiffres racontent de l'histoire. Entre janvier 1941 et mai 1944, les chasseurs de nuit RF équipés du radar IA détruisirent plus de 600 bombardiers Luftwaffe lors d'opérations nocturnes au-dessus de la Grande-Bretagne et de l'Europe occupée. Ce chiffre représente les victoires confirmées, les avions témoins s'écrasant ou explosant avec des épaves localisées et vérifiées. Le nombre réel était presque certainement plus élevé, car de nombreux bombardiers endommagés revinrent péniblement à travers la Manche pour s'écraser en France ou simplement disparaître dans la mer du Nord. L'escadron numéro 85 menait le classement avec 108 victoires confirmées. Ils avaient été parmi les premières unités à recevoir des chasseurs de nuit équipés du radar IA au début de 1941, souffrant des problèmes de jeunesse de l'équipement, tout en développant des tactiques que d'autres escadrons adopteraient plus tard. En 1943, volant des Mosquitos avec le radar IA Mika V8, ils détruisaient les bombardiers à un taux qui aurait semblé impossible 2 ans plus tôt. Leur meilleur équipage, le chef d'escadron Michael Allen et le capitaine Tom Slack, ont personnellement remporté 21 de ces victoires. Le numéro 29 de l'escadron a revendiqué 104 victoires. Il se spécialisait dans les missions d'intrusion à longue portée, utilisant le radar IA pour chasser les bombardiers allemands, au-dessus de la France et des Pays-Bas alors qu'ils se formaient ou revenaient à la base. C'était un travail extraordinairement dangereux, volant profondément en territoire ennemi, souvent seul, s'appuyant entièrement sur le radar pour trouver les cibles, tandis que les contrôleurs au sol allemand dirigeaient leurs propres chasseurs de nuit vers les intrus. Le capitaine Richard Stevens et son opérateur, l'officier pilote Kellett, ont remporté 14 victoires confirmées lors de ces missions avant que Stevens ne soit abattu au-dessus de la Belgique en octobre 1943. Le numéro 604 de l'escadron, rappelez-vous, c'était l'unité qui voulait retirer l'équipement IA au début de 1941, a détruit 98 avions allemands. John Cunningham, le pilote des Yeux du Chat, a remporté la plupart de ses 20 victoires confirmées en volant avec le 604. Son succès a convaincu d'autres équipages sceptiques que la technologie valait la peine d'être maîtrisée. À la mi-1942, l'escadron 600e était devenu l'une des unités de chasseurs de nuit les plus efficaces du commandement des chasseurs. Le taux de victoire s'est accéléré dramatiquement après la mi-1942. Au cours de toute l'année 1941, les chasseurs de nuit équipés d'IA ont détruit environ 85 avions allemands. En 1942, ce nombre a bondi à 175. En 1943, il a atteint 230. Les 4 premiers mois de 1944 seuls ont vu 110 victoires confirmées. L'amélioration reflétait un meilleur équipement, un meilleur entraînement et de meilleures tactiques, mais reflétait aussi le fait que la Luftwaffe volait maintenant plus de missions au-dessus de la Grande-Bretagne, après une accalmie relative à la fin de 1941 et au début de 1942. L'opération Steinbach, que les Allemands appelaient le Petit Blitz, s'est déroulée de janvier à mai 1944. Hitler, enragé par les bombardements de la RAF sur les villes allemandes, a ordonné des attaques renouvelées sur Londres. La Luftwaffe a rassemblé à peu près 500 bombardiers et a commencé des raids nocturnes. Ils ont volé directement dans une zone de mort. Les chasseurs RF Night, maintenant équipés d'un radar IA mature et pilotés par des équipages expérimentés, les ont massacrés. Dans la nuit du 20 février au 21 février 1944, les bombardiers allemands ont effectué 127 sorties contre Londres. Les chasseurs RF Night en ont détruit 25, un taux de perte de près de 20%. Aucune force aérienne ne peut supporter de telles pertes. Les tactiques avaient là considérablement évolué. Les contrôleurs au sol travaillaient maintenant en étroite coordination avec le radar embarqué. Une interception typique en 1944 ressemblait à ceci. Le radar au sol a détecté un raid entrant et a dirigé un moustique à moins de 10 miles. Le radar IA du moustique a détecté des contacts. Plusieurs bombardiers dispersés dans la formation. L'opérateur radar a sélectionné une cible et a guidé son pilote en position. À 2 miles, le pilote pouvait souvent voir les flammes d'échappement. À 1 mile, la silhouette du bombardier était visible. Le moustique s'est rapproché à 300 pieds en dessous de la portée minimale du radar, mais assez près pour une identification visuelle certaine. 4 canons de 20 mm
ont ouvert le feu. Le bombardier a explosé ou s'est abattu entraînant des flammes. Le Moustique s'est immédiatement tourné vers le prochain contact, déjà visible sur l'écran radar. Les nuits exceptionnelles, les équipages individuels ont détruit 3 ou 4 bombardiers en une seule sortie. L'impact psychologique sur les équipages allemands a été dévastateur. Ils s'étaient habitués aux chasseurs de nuit britanniques étant des nuisances rares et inefficaces. Soudainement, à la fin de 1942 et 1943, les bombardiers explosaient sans avertissement. Pas de projecteurs, pas d'avertissement, juste un tir de canon catastrophique soudain de l'obscurité. Les équipages de bombardiers allemands ont commencé à refuser les missions. Le moral s'est effondré. Les unités ont signalé des avions perdus pour des causes inconnues qui avaient presque certainement été abattus par des chasseurs équipés d'IA, mais jamais témoins. En mai 1944, la Luftwaffe avait effectivement cédé le ciel nocturne au-dessus de la Grande-Bretagne. L'opération Steinbach s'est terminée avec des pertes de bombardiers allemands, dépassant 50% des avions engagés lorsque vous comptiez à la fois les pertes au combat et les accidents opérationnels causés par les équipages se précipitant au décollage et atterrissage pour minimiser le temps d'exposition. Le radar inutile avait réalisé ce qui semblait impossible en 1940. Il avait rendu la nuit aussi dangereuse pour les bombardiers que le jour. Les conséquences stratégiques se sont répercutées bien au-delà des chiffres de victoires immédiats. En 1940 et au début de 1941, les bombardiers allemands avaient opéré avec une quasi-impunité après la tombée de la nuit, forçant la Grande-Bretagne à arrêter la production de guerre dans les villes ciblées chaque fois que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient. Les travailleurs se sont enfuis dans les abris, les chaînes de montage se sont arrêtées. Les dockers ont abandonné les navires de fret. Le coût économique était immense, non seulement en raison de la destruction physique, mais aussi en raison de la perte de productivité. Un seul raid pouvait arrêter la fabrication dans une région industrielle entière pendant 8 à 12 heures. En 1943, ce calcul s'était inversé. Les commandants de la Luftwaffe savaient que l'envoi de bombardiers au-dessus de la Grande-Bretagne signifiait accepter des pertes qu'ils ne pouvaient pas remplacer. L'Allemagne combattait maintenant sur plusieurs fronts. Le front de l'Est consommait les hommes et le matériel à des taux horrifiques. Le théâtre méditerranéen exigeait des ressources, et la Wehrmacht se préparait à l'inévitable invasion alliée de la France. La Luftwaffe ne pouvait pas se permettre de gaspiller les équipages de bombardiers expérimentés sur des missions qui avaient un impact minimal et des pertes maximales. Les chasseurs RF Knight, équipés du radar IA, avaient effectivement supprimé la capacité de l'Allemagne à mener des bombardements stratégiques de la Grande-Bretagne. Cela a complètement libéré la capacité industrielle britannique. Les usines ont fonctionné les quarts de nuit sans interruption. Les ports ont fonctionné 24 heures par jour. L'infrastructure qui approvisionnerait l'invasion du jour J, la plus grande opération amphibie de l'histoire, a été construite et assemblée sans interférence allemande. Pensez à cela. Des millions de tonnes de fournitures, des milliers de véhicules, des ports préfabriqués entiers se sont accumulés dans le sud de l'Angleterre, tandis que la Luftwaffe regardait impuissante de l'autre côté de la Manche. Ils savaient dès que l'invasion arrivait. Ils pouvaient y voir l'accumulation des vols de reconnaissance, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ne pouvaient même pas la perturber de manière significative, parce que leurs bombardiers ne pouvaient pas survivre aux chasseurs de nuit britanniques. La technologie pionnière du radar IA est devenue la base de la doctrine moderne d'interception des chasseurs. Chaque force aérienne du monde entraîne maintenant les pilotes de chasse à utiliser le radar comme capteur principal, avec l'identification visuelle, comme confirmation, plutôt que comme méthode de détection principale. Le concept de l'équipage à 2 hommes, pilote et officier des systèmes d'armes, est originaire des opérateurs radar IA et reste standard dans les chasseurs avancés. Les procédures d'interception contrôlées au sol développées pendant la bataille de la Grande-Bretagne ont évolué en systèmes modernes de contrôle du trafic aérien et de commandement et contrôle militaire. Le magnétron de cavité qui a rendu possible le radar IA avancé a permis des dizaines d'autres technologies. La même physique qui a permis aux chasseurs britanniques de détecter les bombardiers à 8 miles a également permis le radar de recherche de surface navale qui pouvait repérer les périscopes de sous-marins, le radar de contrôle de tir, pour les canons anti-aériens, et finalement, après la guerre, le four à micro-ondes qui se trouve dans votre cuisine. Cet appareil qui réchauffe vos restes est un descendant direct de la technologie qui a sauvé la Grande-Bretagne. Il y a aussi un héritage plus sombre.
La course aux armements en radar et contre-mesures radar qui a commencé avec le radar IA n'a jamais cessé. Les avions furtifs modernes sont conçus spécifiquement pour vaincre la détection radar. La guerre électronique, le brouillage, la déception, le renseignement de signal est maintenant une composante critique de chaque conflit militaire. Le jeu du chat et de la souris entre la détection et l'évasion qui a commencé au-dessus de la Grande-Bretagne en 1940 continue dans chaque espace aérien contesté dans le monde. La Syrie, l'Ukraine, la mer de Chine méridionale, tous présentent la même lutte fondamentale. Un côté essayant de voir, l'autre essayant de rester invisible. Mais en 1944, se tenant dans la salle des opérations à la RAF Hornchurch, regardant les tableaux d'affichage montrer les bombardiers allemands étant détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être lancés, le maréchal en chef de l'air Roderick Hill pouvait voir la transformation clairement. La même Luftwaffe qui avait brûlé Coventry, dévasté Londres et tué des dizaines de milliers de civils était maintenant brisée en tant que force offensive. Pas détruite, il combattrait encore pendant 1 an, mais brisée en tant que menace pour les villes et l'industrie britannique. Ces 600 victoires confirmées représentaient plus que des statistiques. Chacune était un équipage de bombardiers qui ne frapperait plus, une charge d'explosifs qui ne tomberait pas sur les maisons civiles, une nuit où les travailleurs pouvaient dormir et les usines pouvaient fonctionner. Le radar IA inutile que les commandants d'escadron avaient voulu jeter en 1941 était devenu l'arme qui a remporté la bataille nocturne. Ce n'avait pas été facile. Ce n'avait pas été rapide. Les équipages étaient morts en apprenant à utiliser un équipement qui tombait constamment en panne. Les ingénieurs avaient travaillé 18 heures par jour pour améliorer les systèmes, qui semblaient fondamentalement défectueux. Les opérateurs radars avaient volé des centaines de sorties, forçant leurs yeux sur des écrans verts scintillants tandis que leurs avions rebondissaient à travers les tirs de flak et la météo. Mais ils avaient persévéré. Ils avaient transformé un handicap de 600 livres en une capacité décisive pour la victoire. Ils avaient prouvé que la persévérance et l'amélioration progressive pouvaient surmonter des obstacles techniques apparemment insurmontables. Et ils avaient assuré que lorsque l'aube s'est levée le 9 mai 1945 et que la guerre en Europe a finalement pris fin, la Grande-Bretagne se tenait toujours meurtrie, épuisée, mais invaincue. Les chasseurs de nuit avaient tenu la ligne.